Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 1er avril 2021. Au sommaire ce soir, la France de nouveau sous cloche à partir de ce mardi soir pour 4 semaines. Dans une allocution télévisée mercredi soir, Emmanuel Macron a annoncé toute une série de nouvelles mesures visant à freiner la propagation de la pandémie de Covid-19, alors que les chiffres montrent que la troisième vague touche de plein fouet notre pays. Et puis je recevrai Olivier Aubert, le président de la Fédération BTP, mais aussi 74, mais aussi président d'une nouvelle association, les acteurs de la construction Savoie-Léman, une entité qui s'est fixé 3 objectifs: promouvoir, valoriser et contribuer. Emmanuel Macron a donc tranché. Le président de la République s'est adressé aux Français et aux Françaises ce mercredi soir dans une allocution télévisée. Et sans grosse surprise, le couperet est tombé. Les mesures de freinage de la propagation du virus, déjà en vigueur dans 19 départements, seront étendues à l'ensemble du territoire de la France métropolitaine à partir de ce samedi. Cela concerne les établissements scolaires, les commerces non essentiels, les déplacements ou encore le télétravail. Je vous propose d'écouter ces quelques extraits de cette allocution présidentielle. Les règles qui sont en vigueur dans les 19 départements en vigilance renforcée, ces règles seront étendues à tout le territoire métropolitain dès ce samedi soir et pour 4 semaines. Très concrètement, ça veut dire que le couvre-feu à 19 h sera maintenu partout. Le télétravail, qui est sans doute la mesure la plus efficace, le télétravail sera systématisé. Et j'appelle tous les travailleurs et tous les employeurs à y avoir recours à chaque fois qu'ils le peuvent. Les commerces seront fermés sur tous les territoires métropolitains, selon la liste déjà définie dans les 19 départements aujourd'hui concernés. Nos citoyens qui souhaitent changer de région pour aller s'isoler pourront le faire durant ce week-end de Pâques. Les Françaises et les Français de l'étranger qui veulent rentrer en France pourront aussi le faire à tout moment. Et nous ferons tout pour faciliter les trajets et le quotidien de nos concitoyens travailleurs transfrontaliers. L'irresponsabilité de quelques-uns ne doit pas ruiner les efforts de tous. Les contrôles, les sanctions seront renforcées sur la voie publique pour limiter les rassemblements, parce que c'est là que le danger existe, et pour encadrer la consommation d'alcool. Mais très clairement, nous faisons le choix de la confiance, nous faisons le choix de la responsabilité et, si je puis dire, de la respiration. L'attestation ne sera donc obligatoire en journée que pour les déplacements au-delà de 10 km du domicile. Le virus circule dans les établissements scolaires, mais pas plus qu'ailleurs. Et l'éducation de nos enfants, elle, n'est pas négociable. L'école n'est pas négociable. C'est pourquoi nous devons prendre nos responsabilités. Oui, il faut freiner le virus. Aussi, nous allons fermer durant 3 semaines les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. De manière très concrète, cela signifie que la semaine prochaine, les cours pour les écoles, collèges et lycées se feront à la maison, sauf comme au printemps 2020 pour les enfants des soignants et de quelques autres professions qui seront accueillis, de même que les enfants en situation de handicap qui doivent continuer à pouvoir être accueillis dans le secteur médico-social. Les 2 semaines suivantes, soit à partir du 12 avril, la France entière, quelle que soit la zone de vacances, sera placée en vacances de printemps. La rentrée aura donc lieu pour tous le 26 avril, physiquement pour les maternelles et les primaires, à distance pour les collèges et les lycées. Le 3 mai, les collégiens et les lycéens pourront retrouver physiquement leurs établissements, le cas échéant, avec des jauges adaptées. À partir du 16 avril, les premiers rendez-vous seront accordés aux personnes qui ont entre 60 et 70 ans. À partir du 15 mai, les premiers rendez-vous seront ouverts pour nos concitoyens qui ont entre 50 et 60 ans. Et à partir de la mi-juin, les rendez-vous seront ouverts à l'ensemble des Françaises et des Français de moins de 50 ans. Une stratégie de vaccination spécifique sera par ailleurs prévue pour toutes les professions les plus exposées, en particulier nos enseignants que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi nos forces de l'ordre et plusieurs autres. On vient donc de l'entendre, les établissements scolaires seront fermés à partir de ce mardi 6 avril pour 3 semaines. Pour en parler, j'accueille Karine Robin-Détrat. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire départementale de la FCPE de Haute-Savoie. Vous représentez donc les parents d'élèves.
Comment la FCPE se positionne-t-elle par rapport à cette décision de fermer les établissements scolaires ? Eh bien, donc, nous avons appris ça hier soir, comme tout le monde. Comment on se positionne? Déjà, dans un premier temps, une grosse déception par rapport à cette décision, même si on la sentait venir par rapport à la contamination et à l'évolution de l'épidémie, du désarroi également et de la colère. Donc, déception parce que ça fait quand même 1 an que les parents, les enfants se retrouvent dans une situation qui retrouve à nouveau cette fois-ci. Donc 1 an de passé, mais on a l'impression qu'on est dans la même situation. Du désarroi parce qu'à nouveau, comme il y a 1 an, on nous demande de nous organiser en peu de temps pour à partir de mardi, donc là où les parents sont quand même avoir des difficultés par rapport à leur travail notamment. Et puis également, désarroi parce que refaire l'école à la maison, ce n'est difficilement envisageable à la fois pour les enfants et pour les parents qui n'ont pas envie d'endosser le rôle d'enseignant qui est un vrai métier. Donc repartir comme l'année dernière, c'est assez difficile à supporter. Cette uniformisation du calendrier des vacances scolaires qui auront donc lieu du 12 au 26 avril pour toutes les zones, est-ce que c'est une bonne solution selon vous ? Alors effectivement, ça peut être une solution aujourd'hui et un palliatif puisqu'on n'a pas anticipé les mesures qui auraient permis de faire autrement. Donc là aujourd'hui, quand on voit qu'on en est, je crois, en Haute-Savoie à 80 classes fermées avec des reports d'enfants dans d'autres classes qui fait que les effectifs sont ingérables et pas tenables, effectivement, il faut faire une solution. Ce qui aurait pu être entendable aussi, même si ce n'était pas notre choix, c'était que les vacances sont anticipées et qu'il y ait là au moins les 2 semaines avancées et puis qu'on puisse justement mettre à profit ces 2 semaines pour anticiper une reprise dans d'autres conditions. Ça fait donc 2 années scolaires de suite très compliquées, très perturbées pour les élèves et pour les parents. Ça commence à faire beaucoup, j'imagine. Ça fait très lourd, effectivement. Vous pointez vraiment du doigt la situation. Aujourd'hui, je disais qu'il y avait aussi de la colère parce qu'on n'a pas mis à profit, on n'a pas anticipé les choses. Il y a un aspect sanitaire qui n'est pas satisfaisant dans les établissements, notamment par rapport aux masques. Ça devient un budget très lourd pour les familles. Donc, comment s'assurer que les masques soient bien protecteurs et fassent partie des gestes barrières. Également par rapport aux tests et puis par rapport à la vaccination. Et puis aussi le côté scolaire et psychologique où là, on touche vraiment une situation. Et là, on aurait aimé entendre quelque chose de la part du président hier soir et où on se rend compte qu'il n'y a pas eu de mesure annoncée. Comme vous le savez, il y a des lycéens ou même collégiens qui préparent des diplômes, des examens, et là, on ne connaît pas, il n'y a absolument aucune disposition, aucune annonce faite par rapport à un aménagement possible du calendrier des examens, un aménagement également des programmes, un aménagement, là, normalement, au mois de mai et de juin, ce sont les épreuves du baccalauréat. Et donc là, qu'est-ce qui va-t-il se passer si pendant 4 semaines, la situation va être difficile ? Merci beaucoup, Karine Robin-Netra. Merci. Emmanuel Macron n'a pas évoqué le sort des remontées mécaniques ce mercredi soir. Et si de nombreux professionnels du tourisme l'avaient déjà anticipé, le discours présidentiel a donc sonné le glas pour la saison touristique hivernale avec l'interdiction des déplacements interrégionaux. En station, si le départ des vacanciers avait commencé il y a quelques jours déjà, de nombreux villages sont aujourd'hui complètement vidés de leurs touristes. Les précisions d'Emmanuel Jaude qui s'est rendu en Tarentaise ce jeudi. Au lendemain du discours du président de la République, un air de fin de saison s'est emparé des stations de ski. À Pralognan-la-Vanoise, si le flux de vacanciers est donc aujourd'hui interrompu, le travail n'arrête pourtant pas pour les gestionnaires de parcs locatifs. Les propriétaires se posent des questions. Est-ce que nos appartements sont bien fermés ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vous serez toujours là ? Est-ce qu'on peut encore louer pour ce week-end à des clients ? Voilà. Puis bon, quelques annulations pour les vacances de Pâques qui étaient prévues. Quelques clients qui avaient déjà réservé pour les vacances de Pâques et puis du coup on annule. On rembourse. On a été cool cette saison. Les clients ne voulaient pas venir, raison par raison, on les remboursait. Et puis, en fait, c'est des clients qu'on retrouvera l'année prochaine, sans masque et espérons avec des remontées mécaniques.
Un peu plus bas dans la vallée, les rues de Valmorel sont elles aussi rendues aux seuls locaux qui vivent là à l'année. Pourtant, le discours présidentiel a eu ici beaucoup moins d'impact sur la fréquentation. C'est la fin d'une longue période, on va dire, la fin de la saison d'hiver qui a été, on va dire, anticipée par les annonces de Monsieur le Président de la République hier soir. Mais naturellement, il y avait de moins en moins de clients et de plus en plus de commerçants qui fermaient boutique. Et puis nos gros clients sont quand même les Parisiens et les Lyonnais, et eux-mêmes sont confinés pour les Parisiens depuis 2 semaines, pour les Lyonnais depuis 1 semaine. Donc c'était inéluctable et ça devait arriver. Nous, ce qui nous rassure un petit peu, c'est que ces mesures à dire coercitives arrivent après les vacances de février. Donc nous, ça nous a permis un minimum de travailler. Et après, si on doit passer par un mois d'avril restrictif, voire un mois de mai restrictif pour que ensuite ça aille mieux, on est prêt. Véritable clap de fin de saison, les annonces gouvernementales ont donc officialisé ce que beaucoup avaient déjà anticipé. Car même sans l'intervention présidentielle, les vacances de Pâques s'annonçaient calmes au pied des domaines skiables. Depuis hier soir, on n'a rien, hein, ça c'est clair, évident. Mais de toute façon, on n'avait déjà plus rien. Hein. On avait une réservation cette semaine et on avait une réservation pour le week-end de Pâques. Et après, on n'a plus rien sur la saison, sur le reste de la saison. Et donc, avec les annonces d'hier soir, la saison est terminée. Nous, on télétravaille, hein, on va être obligé de fermer, mais on télétravaille et on espère pouvoir un peu continuer la vente, bien qu'on ait la transaction, bien qu'on ait peu de mandats de vente et beaucoup de demandes. C'est donc avec une certaine résignation que les professionnels du tourisme en montagne abordent cette aile de saison 2021. Tous se tournent aujourd'hui vers la préparation de l'été, malgré de nombreuses incertitudes. Le réveil est également difficile pour les gérants de commerce non essentiels qui vont devoir baisser leur rideau dès ce week-end. Marine Schneider est allée à La Roche-sur-Foron pour prendre la température. Elle a rencontré des commerçantes en colère qui réclament une aide d'urgence. Le coup près est tombé. Pour les magasins non essentiels, c'est la fermeture pour 4 semaines. Au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron, Caroline, elle, est en colère. Elle veut bien comprendre les mesures, mais en échange, elle réclame une aide d'urgence. Tout le monde a besoin d'aide, il doit bien le savoir. Je pense que les salariés sont bien aidés, ils ont le chômage, etc. C'est très bien, mais nous, on n'a rien. Elle venait de recevoir une partie de sa collection d'été, avec une forte pression de la part de ses fournisseurs. Sa trésorerie est au plus bas, elle ne sait plus comment les régler. Pour elle, les commerçants sont les perdants de cette crise sanitaire. L'URSSAF, personnellement, on y cotise, mais ça ne nous donne ni droit au chômage, on n'a vraiment pas beaucoup d'avantages au niveau de la maladie. Donc on paye beaucoup de choses qui ne nous apportent pas beaucoup de droits par rapport à des salariés. Ça, il faudrait quand même que les gens le sachent, parce que vraiment les gens croient que les commerçants s'en mettent plein les poches. C'était peut-être la vérité à une certaine époque. Maintenant, c'est plus du tout ça. À quelques pas, dans cette boutique zéro déchet, la gérante est abasourdie. Depuis 1 an, elle ne peut plus se verser de salaire. Tout ce qu'elle gagne cette année part chez les fournisseurs. Ça va compenser les mois qu'on a fermés. Il faut payer les factures, il faut payer aussi les fournisseurs. Heureusement, j'ai certains fournisseurs qui sont adorables pour nous écarter bien la date de paiement, mais ça ne fait pas tout en fait. S'il n'y a pas de rentrée, il n'y a que des sorties, ça ne va pas. Ayhan va fermer sa boutique ce week-end et vivre sur ses réserves personnelles. Et pour limiter les frais, elle va se remettre au click and collect. Je vais rester comme ça, comme en novembre en fait. Mes clients qui nous appellent pour prendre le rendez-vous et qui commandent soit par téléphone, soit directement sur mon site. Et après, ils viennent chercher une boutique devant la porte comme ça. Et même 2 secondes, juste dire bonjour, merci. Et après, mais ça nous fait vraiment plaisir. Reste à savoir si le gouvernement va faire un geste pour les commerçants. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les annonces d'Emmanuel Macron. On passe à mon deuxième invité et avec lui nous allons parler construction. Olivier Aubert, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Vous êtes le président de la fédération BTP 74 et également le président d'une toute nouvelle entité, l'association ACSL. Avant de nous présenter votre structure, un mot du chef d'entreprise que vous êtes sur les annonces du président de la République de ce mercredi soir. Alors des annonces difficiles parce que c'est un peu aussi le papa qui parle et effectivement je confirme les termes de votre précédent invité, on va avoir des difficultés à gérer les prochaines semaines. En termes d'entreprise, on va le vivre aussi parce que bien évidemment beaucoup de nos salariés vont devoir consacrer une partie de leur temps à la gestion des enfants, ce qui risque de ne pas être simple pour le fonctionnement de l'économie. Oui. Alors la CSL, qu'est-ce que c'est très concrètement ? Alors très concrètement, c'est une association qui regroupe tous les acteurs de la construction au sens le plus large. Je vais d'abord vous raconter peut-être l'histoire de la création. On est il y a un peu plus d'1 an au premier confinement. Vous vous en souvenez, les chantiers pour la plupart s'arrêtent.
À ce moment-là, les acteurs de la construction, la plupart des gens se mettent autour de la table, les promoteurs, les entreprises que je représente, pour discuter des éventuelles problématiques de reprise. On veut bien évidemment protéger nos salariés, bien sûr, protéger l'économie de notre filière, mais on veut surtout redémarrer les chantiers. Et là, on commence à réfléchir ensemble de quelle manière, financièrement, par quel process on peut redémarrer tous ces chantiers-là. Et on sort effectivement un protocole avec l'OPP-BTP qui nous permet de relancer les chantiers un mois plus tard. Mais de cette rencontre naît, vous le savez, de la contrainte naît la créativité. De cette rencontre naît une relation qui se passait plus vraiment entre les différents acteurs de la construction et qui est remis au goût du jour. Et on s'est dit à ce moment-là qu'effectivement, on avait peut-être plus à partager que ces problématiques-là et qu'on voulait voir un petit peu plus grand. Et soutenir une filière qui nous est chère à tous, en tout cas. Alors, 3 objectifs majeurs, promouvoir, valoriser et contribuer. C'est un sacré programme. Oui, bien sûr, c'est large, mais on a de belles ambitions et on va les porter bien haut. On cherche bien évidemment à faire la promotion de nos métiers au sens le plus large. On regroupe aujourd'hui les acteurs de la construction. C'est avant tout les métiers de la promotion immobilière, les bailleurs sociaux qui nous ont rejoints, les architectes avec l'UNSA, les métiers de la construction que je représente avec BTP 74, la Fédération française du bâtiment, et puis l'Office du bâtiment qui regroupe les économistes, les bureaux d'études. Voilà, c'est donc au sens très large. C'est au sens très large, toute la filière du bâtiment qui se met en œuvre et qui se met en mouvement sur le département de la Haute-Savoie. Voilà, il faut bien avouer que c'est assez unique en France. En fait, pour l'instant, cette démarche, elle n'est qu'en Haute-Savoie. Et elle est particulière parce qu'on est tous très attachés à notre territoire. Donc on cherche à faire à la fois la promotion de nos métiers, mais aussi celle de notre territoire. Vous avez émis un manifeste qui fait la part belle à la transition écologique, à la qualité de vie ou encore à l'équilibre social. C'est la construction de demain ? Oui, bien évidemment. C'est déjà une construction qui est... On a des process qui sont déjà en route. On tient à les présenter au grand public, aux élus. Ce sont les démarches qu'on va mettre en œuvre maintenant, mais aussi on va organiser des réunions très techniques pour justement mettre ensemble tous ces savoir-faire et essayer d'avoir une dynamique vraiment de promotion des nouveaux savoir-faire des métiers de la construction. Cette création de la CSL, elle a un lien forcément, j'imagine, avec la situation économique de la filière, du secteur ? Bien sûr, aujourd'hui la filière économiquement fonctionne encore relativement bien. Les chantiers ont été arrêtés, mais très honnêtement, comparé à beaucoup d'autres secteurs, on ne va pas vraiment se plaindre. Ceci dit, on entrevoit déjà les difficultés qu'on va rencontrer d'ici une bonne année, avec notamment un gros coup de frein sur les permis de construire, qui sont liés un peu à l'inertie du Covid et des précédents confinements. Oui. Qu'est-ce que vous espérez ressortir avec cette association ? Alors, nous souhaitons vivement faire connaître tout ce qui fait aujourd'hui les qualités des entreprises et des bureaux d'études et des architectes en termes de construction durable, de construction de qualité, respectueuse de l'environnement. Et voilà, ce qu'on souhaiterait, c'est vraiment faire connaître ce qu'on sait faire aujourd'hui et surtout ce qu'on se prépare à faire demain. Voilà, tout ce qui est déjà dans les cartons, des bétons bas carbone, des constructions complètement décarbonées. Donc on y vient tout doucement. Vous l'avez dit, plusieurs secteurs de différents domaines, au sens très large. Vous arrivez à être tous complémentaires, c'est l'objectif, j'imagine ? C'est clairement l'objectif de l'association des acteurs de la construction. L'idée, c'est vraiment de mettre en commun toutes les bonnes volontés pour pouvoir faire avancer toute la filière dans son ensemble. Ici, en Haute-Savoie, vous l'avez évoqué, le secteur a souffert, mais la reprise est au rendez-vous. Vous sentez comment la suite là, de cette année 2021 ? On s'était vu l'année dernière, vous m'aviez dit que le premier trimestre 2021 serait décisif. Oui. Qu'en est-il ? Quelle est la tendance pour la suite ? Alors aujourd'hui, on le mesure parfaitement. On sait qu'on a un trou dans l'instruction des permis de construire qui nécessairement va mettre un gap dans la production d'environ 3 à 4 mois, soit fin 2021, voire début 2022. On a une autre problématique qui se révèle aujourd'hui avec le redémarrage de l'économie, qui est l'augmentation des coûts des matières premières, qu'on prend de plein fouet. Et là, on va vraiment avoir des grosses difficultés. On a des augmentations qui varient de 15 à voire 40% pour l'acier. Donc là, on a de très grosses difficultés à venir dans les quelques mois qui suivent. On ne sait pas trop comment on va pouvoir gérer la situation. Merci beaucoup, Olivier Aubert. Bonne continuation pour la suite. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Après la météo de Thierry Paume, place au 4e et dernier épisode de Panorama, consacré cette semaine aux pratiques sportives face à la Covid-19. Ce jeudi, focus sur l'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire. On se retrouve vendredi pour un nouveau journal. Prenez soin de vous, passez une très belle soirée. On se quitte avec un peu de légèreté pour rompre cette actualité bien lourde. Nous sommes le 1er avril et les stations de sport d'hiver ont joué le jeu cette année avec quelques blagues postées sur leurs réseaux sociaux que Manon Boulben a répertoriées pour nous.